Yaurana, Kotaounui, la Saint-Valentin approche et plutôt que de la fêter sans y réfléchir, prenons le temps de comprendre ce qu'il se passe au fond de nous quand on parle amour. Justement, sur le plateau, nous avons Nathalie Colin-Fagotin, psychologue Yorana, Yorana, et Maïté Mei, qui est coach de vie Yorana. Yorana. Souvent un mystère complexe à décoder dans notre société moderne. C'est quoi l'amour? C'est notre sujet du jour dans Manava, votre émission Info Service. Si l'amour, c'est une attraction difficilement explicable, c'est aussi un cocktail chimique d'hormones. Sérotonine qui provoque la joie, la dopamine, le désir, l'ocytocine, l'attachement et l'empathie, et l'endorphine qui provoque un effet euphorisant. Un joyeux mélange qui crée en chacun de nous des papillons dans le ventre, un sourire niais et parfois une mélancolie, une nostalgie des vieux jours et un soupir profond du cœur. Faites un câlin à votre partenaire, envoyez-lui un message et de notre côté, on poursuit avec par exemple cette première question pour toi Nathalie. Alors purement psychologique, comment est-ce qu'on sait qu'on est amoureux? J'ai l'impression d'être un petit garçon de 8 ans qui pose la question à ses parents. Comment est-ce qu'on sait qu'on est amoureux? Tu as raison, parce que l'amour, il n'est pas réservé aux adultes. Il peut naître très tôt, même dans les cours d'école. Et c'est important de se souvenir que l'amour, c'est un sentiment qu'on ressent très tôt, même si, évidemment, il n'a pas la même forme et ni la même maturité que quand on arrive à l'âge adulte. Donc déjà, on ne reconnaît pas tout à fait l'amour de la même manière quand on est un enfant ou quand on est un adulte. Mais comme tu l'as expliqué en introduction, il y a une dimension physique qui est indéniable, une dimension émotionnelle et bien sûr psychologique qui donne tout un tas de sensations qui, pour faire simple, donne en tout cas très envie d'être avec la personne dont on se sent amoureux ou amoureuse et qui nous pousse à partager des moments, à créer du lien, à renouveler le plaisir d'être ensemble et puis petit à petit à faire des projets ensemble quand l'amour dure. Et c'est peut-être là la petite différence entre un attachement vers une personne, puisque par exemple, j'ai des potes que j'apprécie beaucoup, avec qui j'apprécie passer des moments à jouer à Mario Kart, mais ça ne veut pas dire que je suis amoureux d'eux. Par contre, créer des projets avec quelqu'un, c'est peut-être là la nuance qui exprime le véritable amour. Alors c'est vrai qu'en français, c'est pas le vrai dans toutes les langues, on a un seul mot pour dire toutes les sortes d'amour qu'on peut ressentir. Il ne s'agit pas évidemment du même amour quand on aime un amoureux, quand on aime un ami ou quand on aime son enfant ou son parent. Donc ce sont des amours qui sont suivis d'un adjectif qui nous permettent de décrire de quoi le lien est fait. Par exemple, un amour filial quand il s'agit du lien parent-enfant et du lien conjugal quand il s'agit d'un lien et d'un amour amoureux avec son amant ou son conjoint. Il y a beaucoup de termes pour finalement décrire l'amour. Maïté, justement, on parle beaucoup du coup de foudre. Ça nous touche d'un coup. Tout semble figé dans le temps. Notre cœur s'emballe. Ces symptômes, docteur, ça peut nous démontrer qu'on est dans le coup de foudre? Oui, le coup de foudre, oui, c'est vrai, c'est très associé à ce que tu décris là. Ce qui est intéressant après, c'est de voir au-delà du coup de foudre aussi, ce qui peut émerger quoi dans la relation. C'est, je crois aussi, l'amour, c'est un pont quelque part qu'on crée avec l'autre. Et puis sur ce pont, eh bien chacun vient un petit peu s'occuper de l'entretien de ce pont. Parce que c'est ça aussi l'amour quelque part, c'est la relation. Déjà la relation avec soi, on ne peut pas offrir à l'autre ce qu'on n'a pas soi-même. Et je crois qu'on a tous de l'amour, mais c'est de savoir déjà l'arroser en soi, arroser cette belle plante qui existe en soi pour ensuite avoir l'élan dans l'amour, donc dans la relation. C'est un élan quoi vers l'autre et ça demande déjà de le vouloir. Et derrière le coup de foudre, c'est justement tout ce qui se joue. C'est à quel point j'ai envie de toujours d'être dans cet élan. Est-ce que je ressens plutôt cet élan et est-ce que j'ai envie du coup d'entretenir cette partie de mon pont qui fait que, eh ben, avec l'autre personne, je vais pouvoir retrouver quelque chose de commun, créer quelque chose ensemble. Et justement, là, on va rentrer vraiment dans la partie purement psychologique. C'est maintenant que vous et moi aussi, on va commencer à remettre en question finalement ce que l'on ressent, puisque est-ce que quand on aime quelqu'un, c'est pas juste, je mets des grandes guillemets, juste rechercher le comblage de nos besoins, qu'elles soient mentales, physiques, matérielles?
Alors, je dirais oui et non. Oui, tu as raison, dans le sens où, j'ai envie de dire, moi, malheureusement, beaucoup de relations, notamment, on le voit beaucoup chez les jeunes couples, sont basées sur l'aspiration à remplir un manque, un manque qui a été créé dans des années où on n'avait même pas conscience d'avoir eu ce manque. Et le terme psychologique qui correspond, ça s'appelle la carence affective. Dans la mesure où on a été carencé parce qu'on a été mal aimé ou parce qu'on n'a pas été suffisamment aimé, ça crée en nous une forme de vide, d'absence, de béance. Et le risque, la tentation, c'est de penser que l'autre va venir combler ce vide et nous permettre de nous sentir à nouveau comblés, parce que c'est une aspiration humaine profonde qu'on ressent depuis qu'on est tout petit, d'être comblé par cet amour que normalement nos parents auraient dû nous donner pour nous procurer un sentiment de sécurité affective. Mais si on a bénéficié d'une sécurité affective, si on a été heureusement comblé par cet amour, on aura plus de chances d'arriver et d'être dans le couple, non pas dans une attente que l'autre comble mon besoin et mon manque, mais dans un échange où on va pouvoir construire quelque chose à partir de deux identités qui sont bien différenciées. Et c'est un des aspects essentiels qui me semble être une clé essentielle à comprendre quand on veut vraiment nouer une relation de couple saine, parce qu'elles ne le sont pas toutes. Justement, je reviens rapidement, Maïté, sur ce que tu disais un peu plus tôt. On peut pas donner à l'autre ce que l'on n'a pas à soi-même, donc il faut savoir s'aimer. Est-ce que c'est un petit peu dans cette idée de s'aimer avant tout qu'on peut dire que trouver un amoureux ou une amoureuse, c'est pas forcément essentiel, c'est pas forcément indispensable? J'aime beaucoup cette question. Déjà, pour entrer dans une relation avec quelqu'un d'autre, je mets comment dire, oui, des guillemets quand même sur ce qu'on vient de dire. On n'est pas parfait et c'est peut-être de le reconnaître aussi. C'est peut-être ça, même s'aimer soi. C'est déjà de reconnaître qu'on n'est pas parfait et se reconnaître est digne d'amour. Voilà. Alors, à ce moment-là, quand on arrive à se reconnaître digne d'amour, malgré les traumas qu'on a pu avoir durant l'enfance, ben, ça va être plus facile de, par exemple, écouter ses besoins, les exprimer, peut-être poser même des limites, quoi. Donc, il y a tout ça qui est important, déjà, dans s'aimer soi-même, c'est prendre soin de ses propres besoins. Après, je crois qu'on est aussi des êtres de relation, et c'est ce qui est intéressant dans l'amour avec un partenaire, ou plusieurs d'ailleurs, c'est de voir... dans la relation, il y a quelque chose d'autre qui se passe aussi. On dit souvent l'autre est le miroir de moi-même, de soi-même. Et c'est ça qui est beau aussi dans une relation, c'est que finalement, on va chercher des choses qui nous attirent, qu'on voit et qu'on a peut-être même l'impression qu'ils ne sont pas chez nous. Et pourtant, à la découverte de la relation, avec le vécu, on se rend compte que ça émerge en nous, c'était là quelque part, endormi peut-être. Et puis, grâce à la relation, ça nous permet de plus se manifester. C'est vrai qu'il y a tellement d'expressions autour, justement, le fait de trouver quelqu'un qu'on ne sait plus où donner de la tête. Il y a, par exemple, qui se ressemble, s'assemble. Donc, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, avoir un miroir en face de soi. Mais aussi qui se différencie, s'attire, quelque chose comme ça. Oui, les opposés s'attirent. Les opposés s'attirent, oui. merci. Mais dans le sens où trouver un amoureux ou une amoureuse, est-ce que c'est essentiel, indispensable? Est-ce qu'au bout d'un moment, Nathalie, le fait d'être seul, ça nous rend pas triste? Est-ce que ça ne fait pas perdre notre espoir à rencontrer potentiellement l'amour de sa vie? Oui, pour ma part, j'ai un avis très tranché sur la question. Je pense que non, on ne peut pas vivre sans amour. C'est très clair. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs sortes d'amour. Et ça a été démontré scientifiquement. Un enfant qui n'est pas aimé, il se laisse mourir. Et c'est au premier sens du terme. Donc c'est pas métaphorique à ce moment-là. Non, il y a vraiment quelque chose qui fait partie de nos besoins fondamentaux. Celui, comme je le disais tout à l'heure, de recevoir de l'affection et de l'amour. Et être seul, si ça veut dire que l'on n'est pas aimé, mais de quelque sorte d'amour que ce soit, je pense que ceux qui en font le plus l'expérience, généralement, peuvent avoir des idées noires, développent des troubles, et probablement, en tout cas pour l'avoir vu parfois, c'est un peu le motif souvent qui est quand les gens
ont l'occasion d'écrire une lettre avant parfois de passer à l'acte, un acte suicidaire. C'est souvent ce qu'ils mettent dans leur courrier. Le fait d'être privés d'un amour qui les rend tellement vulnérables que la vie tout à coup n'a plus de sens pour eux. Donc on a besoin, chaque être humain a besoin d'amour. Mais certaines personnes réussissent à nourrir à l'amour qui est en eux et dont ils ont besoin de différentes manières. Donc ils peuvent avoir un réseau amical de qualité, avoir des personnes, une famille, que ce soit leur famille d'origine ou une famille de cœur. Ils ont peut-être des enfants, des parents, des personnes avec qui ils ont créé du lien, des liens de qualité. Et ces personnes-là, si elles sont seules dans le sens célibataire, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas forcément un partenaire de vie dans le sens conjugal, peuvent tout à fait se sentir épanouies, à condition d'assumer ce célibat et comme on l'a dit avec Maïté tout à l'heure, de nourrir aussi l'amour de soi parce que ça fait partie de l'équilibre qui va permettre de se sentir bien et confortable avec sa solitude. Et j'aime bien parce que finalement on répond à toutes ces questions en une seule, on parle pas que juste de l'amour et j'ai l'impression toujours dans cette lignée d'être seul et épanoui, finalement on peut être seul mais heureux et heureuse. J'ai l'impression, Maïté, qu'aujourd'hui, de ce que je peux observer autour de moi, il y a quand même beaucoup de pression familiale, parfois religieuse, qui influencent nos choix de partenaires. C'est des choses qu'on rencontre encore aujourd'hui. Oui, toujours, bien sûr, ça arrive, c'est important d'en parler. Merci pour cette question. Puis après, selon les cultures, c'est très différent. Cette pression, elle se manifeste d'une manière très différente selon les cultures. Mais en Polynésie, on n'est pas épargné. Et d'où l'intérêt, encore une fois, de bien appuyer sur ce fait de prendre soin de l'amour de soi, de cultiver cet amour de soi. C'est pas simple. Et puis, je crois que de toute façon, cet amour, des différentes manières dont il se manifeste, dont on en prend soin, comme Nathalie le disait à l'instant, il évolue aussi au cours de notre vie. Il n'y a pas un moment où on va se dire ça y est, moi je m'aime pleinement et maintenant parce que je m'aime pleinement, je vais pouvoir enfin entrer en relation, me trouver un amoureux ou une amoureuse. Souvent même ça se déclare comme tu le disais avec ce joyeux cocktail qui nous dépasse même. Et puis quelque part voilà, à travers ces événements de la vie et ces différentes manifestations de l'amour, on va apprendre à se connaître davantage. Et là je rejoins ta question, c'est là que c'est intéressant, c'est vraiment d'arriver aussi à avoir cette lecture de soi, apprendre à mieux se connaître avec cet amour qui naît en nous, qui évolue en nous, pour aussi poser des limites, notamment par rapport à ces formes de pression sociale, religieuse ou bien familiale. On a souvent cette comparaison d'ailleurs, Nathalie, sur les anciens couples. Ils étaient plus stables, ils étaient plus longtemps ensemble, les jeunes sont plus volages, les relations sont plus courtes. Alors, j'ai fait un petit peu mes recherches, j'ai cru comprendre que beaucoup disaient que c'était les réseaux, comme la vie va à 100 à l'heure. Finalement, les couples partaient plus facilement ailleurs, mais peut-être c'est une meilleure compréhension aussi de ses propres besoins et de se rendre compte que l'autre ne correspond pas à ce que l'on voulait. Une question un peu philosophique finalement. Et sociétale, parce que je pense qu'il y a beaucoup de paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte. D'abord parce que, par exemple, se mettre en couple aujourd'hui ne veut pas dire c'est pas tout à fait le même sens que ça pouvait l'avoir il y a 50 ans. Se marier, ça avait une dimension sociale très importante, alors que là, aujourd'hui, c'est un événement presque intime, en tout cas, entre deux personnes. Et puis, la durée du couple, elle est conditionnée aussi par tout un tas de facteurs. Donc, c'est sans doute, aujourd'hui, on a une plus grande liberté individuelle, on va pas le renier, et c'est sans doute un avantage, ce qui faisait sans doute que beaucoup de couples qui peut-être auraient eu envie à notre époque de se séparer ne l'ont pas fait pour ne pas justement prendre les foudres peut-être de la société ou de la famille, de la pression familiale. Donc ça, c'est un avantage. Mais un autre inconvénient, peut-être, c'est, pour moi, je vois deux éléments qui sont assez récurrents, notamment, encore une fois, dans les relations chez les jeunes couples. Il y a une confusion qui, je pense, est un peu une dérive de ce qu'on appelle la société de consommation, où finalement, on va chercher quelqu'un qui nous valorise, quelqu'un qui a quelque chose à nous apporter, quelqu'un qui va nous aider à être heureux, comme si on attendait des choses autour de nous, qu'elles nous apportent quelque chose. Donc ça rejoint finalement le comblage de début d'émission. Voilà, mais à la limite, on peut tomber un peu dans quelque chose de l'ordre de la consommation, alors que l'amour, c'est tout sauf de la consommation. C'est un partage. C'est un don. En fait, on se donne mutuellement. On peut pas exiger d'être aimé de qui que ce soit, d'ailleurs, et c'est tant mieux, parce qu'en fait,
on est là au cœur de ce qui nous est le plus précieux, c'est-à-dire notre liberté. Et on ne peut pas falsifier ça. Donc, ça en fait à la fois quelque chose de très mystérieux, hein, finalement. L'amour, on ne peut pas le décréter, on ne sait pas comment le déclencher. Mais ça nous rappelle aussi à quel point, finalement, c'est au-delà de toutes les évolutions sociétales. Et qu'aujourd'hui, il y a aussi les pièges qui sont liés à notre époque, même si les choses ont bien évolué en termes de liberté individuelle. Il y a des choses qui ont aussi beaucoup évolué. Une des rares émissions où on peut parler des besoins physiques, mais ça rentre aussi en compte la luxure. Est-ce qu'elle a une place importante dans le couple aujourd'hui? J'ai l'impression que ça a de plus en plus d'importance finalement. Peut-être qu'on en parle un peu plus facilement aussi. Il ne faut pas oublier on sort de l'ère de l'information. Et puis tant mieux si ça peut permettre aussi aux couples, aux partenaires de parler librement de ce caractère-là aussi, de l'amour, du don. Voilà, j'aime beaucoup ce dont Nathalie vient de parler. C'est un don de soi. Et il y a aussi dans ce don de soi l'acte d'amour. Et puis, quelque part, oui, ce don de soi même dans la chair, quoi. Et tout ça, ça demande aussi quelque part un alignement avec ses émotions, avec sa psychologie. Quand autrefois, on pouvait se donner sans même être en accord avec le fait de se donner dans cet acte-là. Aujourd'hui, on en parle plus librement. Et personnellement, oui, je trouve que c'est même intéressant pour nourrir cet amour sous toutes ses formes, sous tous ces aspects dont on parle. Alors vous vous en doutez, aujourd'hui on parle de l'amour, puisque demain c'est la Saint-Valentin. On pourrait parler d'encore plein de choses, mais on arrive petit à petit vers la fin de l'émission. On va essayer de parler de l'entretien de cette relation, de cet amour. Une fois que l'on se sent bien avec la personne, qu'on a fait aussi le point et qu'on a réussi à voir qu'on n'essayait pas de combler quoi que ce soit. Enfin, on essaye de se dire que dans cet exemple-là, la personne est avec la personne qu'il lui faut. Ça va être quoi la clé de l'entretien de cette relation? La communication, c'est la base de la relation, comme on entend souvent dire, Nathalie? Alors la communication, c'est pas moi qui vais dire le contraire, c'est très important. Mais je ne dirais pas que c'est la base. Je pense que la base, c'est le respect. Le respect et la confiance. Et dans le lien qui s'établit, pour qu'il puisse y avoir une communication ouverte, il faut du respect et de la confiance. Sinon, la communication, elle est biaisée. Donc en fait, parce que il suffit pas de mettre des jolis mots pour faire des jolies phrases à son conjoint et lui en mettre plein la vue. Il s'agit surtout d'un acte de sincérité. Et la communication, elle a surtout besoin d'être ouverte. Mais pour être ouverte, on a besoin déjà de pouvoir être suffisamment authentique et ouvert avec soi-même. En phase avec soi-même. En phase, pour pouvoir dire les choses comme elles sont avec la personne avec qui on partage sa vie. Donc la communication, bien sûr, c'est important. Une volonté réciproque de ramer dans le même bateau, qu'il n'y en ait pas qu'un seul qui rame dans la barque, même si chacun a sa manière d'apporter sa contribution. Et que souvent, il y a une incompréhension sur le fait que moi, je t'offre plein de cadeaux, ou moi, je te fais plein de câlins, et puis toi, tu me fais pas de câlins, ou toi, tu me fais jamais de cadeaux. Alors, j'ai l'impression que tu m'aimes moins que moi, je t'aime. Pas forcément, on en parlera, je crois, tout à l'heure, mais il y a des manières de communiquer son affection et son amour qui sont spécifiques à chacun. Et donc, du coup, faire durer une relation, c'est prendre le risque de connaître l'autre, de considérer qu'on ne connaîtra jamais complètement l'autre. Et c'est ça d'ailleurs qui est passionnant, c'est qu'en fait, on n'a jamais fini de connaître l'autre comme on n'a jamais fini de se connaître soi. Et c'est une aventure à deux qui est très éprouvante. Il faut quand même rappeler que c'est sans doute dans l'amour qu'on souffre le plus, dans les relations d'amour, qu'on souffre le plus aussi. Parce que il se trouve que c'est comme si l'un et l'autre étaient liés de manière inévitable. Mais c'est une aventure qui vaut la peine d'être vécue. Justement, tu nous as parlé de ces différentes manières d'aimer. On en parlera en fin d'émission puisque ça fait partie c'est le livre dont je vais vous parler en fin d'émission. Je vais être totalement transparent avec vous. J'avais préparé une 40aine de questions et finalement, on n'en a fait qu'une dizaine tellement l'amour, il y a des choses à dire dessus. Donc, je vais devoir terminer malheureusement cette émission avec une dernière question, Maïté, pour toi. J'ai pu voir un portrait de toi où tu parlais de ton chéri. C'était trop mignon et je me suis dit, on pourrait terminer avec l'ingrédient principal. Selon toi, bien sûr, chaque amour est différent, chaque relation est différente, mais selon toi, ça serait quoi l'ingrédient principal pour qu'une relation traverse les années tout en gardant cette fraîcheur?
Alors, déjà, j'ai envie de dire que l'amour, ça se ressent. Et c'est pour ça que c'est vraiment important. On parle d'écoute active et tout ce dont on a parlé là, c'est vraiment ça. C'est que sinon, quand on le ressent pas, c'est quand justement l'autre a du mal à écouter, à entendre aussi nos propres besoins. Et puis, ça se ressent pour soi déjà. Et envers l'autre, ça va être plus facile de le communiquer. Tu parlais de communication. C'est du coup de savoir aussi accueillir ses émotions. Et puis l'autre chose qui me vient quand tu me poses cette question, c'est que l'amour, comment c'est un chemin qui n'est pas sans vague, c'est pas tout le temps frais quoi. C'est pas linéaire. C'est pas linéaire, c'est évolutif. Et puis il y a des creux dans les vagues. Et puis il y a quand on est on the top et c'est génial, et on glisse, on surfe sur la vague, c'est absolument chouette. De manière très personnelle, voilà, moi c'est vraiment comme ça que je le ressens dans mon couple. Il y a eu des fois où j'ai vraiment eu envie de tout lâcher parce que j'avais plus d'espoir. Et au final, avec du recul, je me suis rendu compte que ça m'a appris beaucoup, beaucoup sur moi-même. Ces moments de creux, justement. Donc, il n'y a pas de conseils. Il n'y a pas de recette miracle. Non, je ne crois pas non plus qu'il y ait des recettes miracles. Mais tout ce dont on a parlé, ça me semble assez évident que ce sont des choses à visiter, à explorer. Chacun à son rythme, avec aussi chacun ses bagages, quoi. L'amour, c'est un apprentissage perpétuel qui demande autant de patience que de bienveillance envers l'autre, bien sûr, mais surtout envers soi-même. En ce jour où nous parlons d'amour, je vous invite à redoubler de bienveillance, de piment, pourquoi pas, de compréhension. Et si vous galérez à trouver l'amour, utilisez les outils pour rencontrer de nouvelles personnes. Les applications sont là, les services matrimoniaux aussi. Et Jason vous en parle justement dans vos questions express. Yaorana, moi c'est Jason et je suis le fondateur de Tora Otehere, la première agence matrimoniale de Tahiti. Alors, une agence matrimoniale, c'est très différent de ce que tu peux retrouver en termes de site internet et d'applications. Nous, à aucun moment, tu pars sur une interface numérique. Donc, comment ça se passe, une agence matrimoniale? Il y a plusieurs étapes. La première étape étant un entretien personnalisé, individuel et confidentiel, qui me permet de récupérer à la fois les valeurs de la personne, qu'est-ce qu'elle représente et surtout qu'est-ce qu'elle recherche. À la suite de cela, on pratique ce qu'on appelle le matching. Donc, je t'en parlerai un petit peu plus en détail par la suite. Et une fois que nous obtenons des compatibilités, nous présentons les membres l'un à l'autre une fois que certains critères sont vérifiés. En fait, comment ça se passe? Une fois qu'on a obtenu ton entretien personnalisé, on obtient quelques critères. À la fois, toi, ton mode de vie, tes valeurs, ton rythme de travail, ton rythme de vie. C'est très essentiel d'obtenir ce genre d'informations. Par la suite, moi, j'ai créé un algorithme mathématique qui me permet d'avoir des scores de compatibilité au sein des membres de l'agence. À la suite de cela, dès que tu dépasses 70% de taux de compatibilité, je t'appelle et on organise un rendez-vous. Bien sûr, l'amour, c'est pas que des chiffres et c'est pas que des mathématiques. C'est là aussi où pourquoi il y a un suivi humain, une vision humaine. C'est à la fois l'intuition qui me dit aussi je devrais présenter telle personne avec telle personne. Souvent, un rendez-vous n'est jamais imposé. J'en discute avec ma clientèle, hommes et femmes, pour leur dire voici un petit peu vos ponts de connexion avec cette personne. Souhaites-tu avoir une rencontre ou pas? C'est que du présentiel, donc généralement, il y a plusieurs étapes. La première étape étant autour d'un verre. Donc, je fais généralement venir monsieur un quart d'heure avant et madame par la suite. Je les introduis, je les présente et je repars. À la fin de leur rendez-vous, le lendemain généralement, on s'appelle pour dresser à la fois un positif et un négatif. Qu'est-ce qui a été plaisant dans ce rendez-vous? Qu'est-ce qui l'a été moins? Ce qui nous permet à la fois d'affiner le profil si la personne ne souhaite pas continuer avec cette personne ou tout simplement suivre un petit peu ce début de relation si elle souhaite aller au deuxième rendez-vous. Ce deuxième rendez-vous, généralement, c'est un déjeuner en rendez-vous ou un dîner. Donc quelque chose de beaucoup plus intime pour que les personnes puissent être de plus en plus à l'aise dans la discussion. Par la suite, même étape, on les appelle le lendemain pour savoir s'ils souhaitent revoir cette personne ou passer à une suivante. Et s'ils décident de revoir cette personne, cette fois-ci, le troisième rendez-vous, c'est une activité en plein air. Ça peut être très bien une balade au parc, un cours de poterie, de yoga. Je fais vraiment en fonction de ma clientèle et de son mode de vie. Un conseil très particulier, mais je dirais il faut changer de posture. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent on aborde une recherche de l'amour comme si on allait chercher un produit. C'est-à-dire sans effort, assez rapidement et sans trop se remettre en question. Une recherche de l'amour, c'est avant tout prendre le temps, accepter l'imperfection et surtout ne pas vouloir combler un manque
une solitude ou une blessure avec l'amour. Je pense que si je peux donner un conseil lorsqu'on recherche l'amour, c'est d'abord se sentir bien avec soi-même avant d'aller rechercher un compagnon ou une compagnonne. Et vous le savez, hein, pour finir, on va terminer sur la manière d'aimer l'autre. Ne bougez pas. Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Après le temps de l'idylle, les sentiments amoureux s'étiolent souvent. On se dispute, on se fait des reproches, on ne sait plus quoi faire pour sauver son couple. Dans ce livre, vous allez découvrir les 5 langages par lesquels chacun manifeste son amour. Les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, le toucher physique. Et dans un couple, les deux expriment rarement leur amour de la même manière, mais ça ne veut pas dire que vous êtes incompatibles. Je vous invite à lire ce livre, il est très intéressant si vous cherchez l'âme sœur ou si vous êtes vous-même en couple. Merci beaucoup Nathalie d'avoir apporté ce point de vue psychologique et philosophique un petit peu sur les questions aujourd'hui. Merci. Merci. Et merci Maïté pour tout ce que tu as pu nous dire aujourd'hui. Maruru. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne Saint-Valentin, c'est demain. N'oubliez pas votre petit cadeau si vous êtes en retard. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Maruru itatatau farerir a trahoma parhena.